d'abord une dérégulation financière et économique, ça que chacun connaît, mais avec une perte parallèle de pouvoir des États. Ensuite, une sorte d'unipolarité inespérée, stratégique, d'un seul coup, avec la fin de l'URSS, qui a alors donné lieu à des expressions comme l'hyperpuissance, très justement pointée par Hubert Védrine. Mais en tout cas, cette unipolarité stratégique va s'avérer assez brève, parce qu'elle sera très vite contrebalancée par la montée de nouveaux concurrents, des émergents, de nouveaux systèmes, de nouveaux modèles de puissance. Mais malgré le fait que ce soit bref, il y a quand même toute une décennie, la décennie 90, où l'Amérique se retrouve seule et s'imagine être seule, on a appelé ça même cru à la fin de l'histoire, et elle s'imagine du coup qu'elle va pouvoir exercer sa puissance sans véritablement de balance. Bon. Donc il y a une utopie de la toute-puissance qui s'enclenche à ce moment-là. Troisième facteur, l'explosion des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors aujourd'hui, on vit dedans complètement, mais à l'époque, c'est aussi la montée d'un processus sans frein qui aboutit, qui enclenche une virtualisation du monde, de mon point de vue, galopante, et aussi une virtualisation des rapports humains. Alors bien sûr, ces technologies, en fait, elles promettent la maîtrise. On s'imagine qu'on va pouvoir maîtriser le monde, qu'on va pouvoir le mettre en équation, le mettre en fiche, connaître tout ce qu'il y a à connaître. Enfin, il y a des fantasmes qui, là, se mettent en place et qui vont devenir très agissants. Si vous ajoutez à ça la surpuissance militaire et technologique propre au milieu guerrier, au domaine guerrier, qui est celle de l'Occident à ce moment-là, et les premières expériences, par exemple la première guerre d'Irak, 90-91, il y a une sorte de conjonction de tous ces phénomènes qui font que s'enclenche un mécanisme très délétère. On va s'imaginer qu'on va pouvoir régler toutes les problématiques guerrières à force et grâce à la technologie. Le coup de tonnerre qu'ont constitué les attentats du 11 septembre 2001 pour l'Amérique et pour l'Occident tout entier, il y a eu donc cette réaction vengeresse, puis un démenti assez net, assez clair en Irak et en Afghanistan, avec les fiascos militaires, en tout cas en Irak. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce dont on s'est rendu compte, ce dont on s'est progressivement rendu compte dans nos états-majors et pas seulement en France, c'est que non seulement nos modes guerriers hyper technologiques ne permettent pas de stabiliser ou de sécuriser les pays dans lesquels on intervient, mais on renforce la radicalisation de l'ennemi, c'est-à-dire on produit du terroriste, on produit du kamikaze, on renforce ses modes de contournement, c'est-à-dire le fait qu'il cherche de plus en plus, puisqu'il n'a aucune chance d'être en symétrie, évidemment, par rapport aux armements dont il dispose, il cherche donc des modes dits asymétriques de combat, et de plus en plus barbares, évidemment. Et donc, on peut dire que la technologie, dans ce type d'affrontement, la technologie, certes, elle protège nos soldats, mais elle déréalise le conflit. Elle nous met donc à double distance de nous-mêmes et de l'ennemi, elle nous déshumanise, elle nous affaiblit politiquement, et elle casse toute la légitimité perçue de nos engagements, à la fois par nos adversaires, par les populations au milieu desquelles nous faisons les guerres aujourd'hui. Pour moi, les sociétés ultra développées, donc occidentales, elles ont perdu de leur cohérence. C'est essentiellement ça. On a perdu de notre cohérence et de notre légitimité politique et dite morale. Bon. Pourquoi ? Parce qu'on est marqué, on est plus que jamais marqué par des oxymores, on peut aussi dire des paradoxes, mais des paradoxes qui nous déstructurent. C'est-à-dire que nous sommes maintenant dans un monde
où on est en permanence en contradiction avec des évolutions soi-disant positives et des effets sociaux et culturels, et dans le domaine militaire, des effets très concrets en matière d'efficacité militaire, délétères, destructeurs. Par exemple, la surinformation. On voit bien que la surinformation ne produit pas de connaissances. Parce que la surinformation, sans le discernement, sans l'esprit critique, sans la capacité de raisonner, sans la formation, ça n'est jamais que de l'info qui tombe dans des canaux qu'on n'est pas capable d'analyser. Alors ça c'est valable pour monsieur et madame tout le monde, mais c'est aussi valable d'une certaine façon pour le soldat. On est en train de développer des technologies dites de réalité augmentée, c'est-à-dire où le soldat militaire moderne, non seulement est de plus en plus protégé, bon ça c'est très bien, mais il a des sortes d'extensions, de prothèses informationnelles qui sont censées le renseigner sur son environnement. Mais en fait, ces prothèses, elles l'isolent. Ces prothèses, d'abord, tout n'est pas nécessaire dans tout ce qu'on lui donne. Et deuxièmement, il n'en a pas forcément besoin pour mener la mission dans sa réalité, la mission qu'il devrait réellement mener. Parce que là aussi, le soldat au sol, il a essentiellement un problème de légitimité. L'effet principal de tous ces paradoxes qui structurent nos sociétés et nos manières de guerre, c'est que ça nous prive d'efficacité politique. Parce que la guerre est devenue séparée, a perdu son essence politique, si vous voulez. La guerre, c'est devenu une rupture, c'est un peu à l'américaine, selon la conception américaine, c'est-à-dire quand on fait la guerre, c'est qu'on ne fait plus de politique. On est au cœur d'un grand discrédit politique et moral du monde occidental, que nous sommes dans un processus de perte d'influence assez dramatique, et donc, comme je l'ai dit, très paradoxal, puisqu'on n'a jamais été aussi surpuissant militairement. Donc il faut résoudre cette contradiction, et donc nous devons réfléchir à la manière de l'exercer différemment, et aussi de mieux tenir notre puissance. Donc moi je crois qu'il faudrait tempérer notre envie de mettre, on peut dire, le monde en équation et de normer selon nos canons, qui ne font plus recette, manifestement, en tout cas qui ne sont plus seuls à pouvoir faire recette. Et pour ça, il faut reprendre contact, puisque la technologie nous fait perdre le contact, alors qu'on croyait qu'elle allait nous apporter la maîtrise. Il faut reprendre contact. Il faut réfléchir à ne pas mésuser ou à ne pas user, en tout cas de manière dérégulée et disproportionnée de certains de nos armements et de nos tentations technologiques les plus évidentes, la plus actuelle, celle dont tout le monde parle, c'est évidemment les drones armés. C'est là que toute cette problématique en rejoint une qui est plus large et plus profonde encore, qui est celle sans doute des rapports entre morale et éthique, qui moi me semblent fondamentaux. C'est-à-dire, je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à l'évidence du fait que la morale est trop contingente, c'est-à-dire que chacun a une vision de ce qui est bien ou mal selon son point de vue. Alors, ce n'est pas le relativisme intégral, mais on voit bien qu'il y a des propositions différentes, des propositions qu'on ne peut pas juste nier, ni éradiquer par un tapis de bombe, c'est impossible. Donc il faut faire avec, c'est la réalité mouvante du monde au quotidien. Et donc pour moi, il faut développer ce qu'il y a d'immanent, ce qu'il y a qui fait un lien entre les hommes, au lieu de les opposer systématiquement, c'est l'éthique. Donc revenir à l'éthique, qui est une source de lien et donc d'influence, et pour revenir à notre pays, ce qui est quand même ce qui me préoccupe, étant donné que nous devons, de mon point de vue, de manière urgente, restructurer et redéployer une stratégie d'influence, il me semble que nous devrions remettre au cœur de nos préoccupations politiques, culturelles et stratégiques la notion d'éthique, qui nous permettrait d'avoir une place un peu à part et surtout attractive pour le reste du monde.